Cher Souleymane, nous sommes tous les trois très heureux d'être ici et particulièrement émus et un peu impressionnés avec toi. Chacun et chacune à notre manière, nous avons tous les trois été à différents moments de nos vies de spectateurs et de nos parcours saisis par ton cinéma. Qu'il s'agisse, et nous le développerons tout au long de cette masterclass, des thèmes que tu abordes dans toutes leurs dimensions sensibles. Courage, de ta résistance, mais aussi, surtout, de la grâce de tes gestes de mise en scène. Nous reconnaissons dans la salle de nombreux visages amis rencontrés au fil des années, venus t'écouter, te soutenir et t'honorer. Car ce carrosse d'or qui t'est décerné aujourd'hui résonne avec une grande amplitude. Il englobe tout un continent dont la cinématographie est encore largement sous-exposée, un continent dont la voix, en ces temps d'uniformisation capitaliste et de repli identitaire, n'a jamais été si nécessaire. Nous tenons également à saluer la présence de ta famille, Serge Toubiana l'a remarquablement fait tout à l'heure, de ton épouse, Laïla Sakilaba, et celle de tous tes enfants. Nous citerons en particulier 3 d'entre eux qui ont repris le flambeau du cinéma, Youssouf, Soussaba, et bien sûr Fatou, dont nous avons vu le portrait qui t'est consacré, hommage d'une fille à son père l'an dernier, ici même à Cannes. Comme nous sommes tous encore remplis de la vision de Den Mousso, que Serge Toubiana a qualifié d'œuvre émancipatoire, on dirait même subversive, presque insurrectionnelle, nous allons entamer cet échange autour de ton premier long métrage. Donc tout d'abord, tout simplement, quel a été le déclencheur de ta décision de mettre en production ce film? Parce qu'il me semble que tu l'as produit toi-même, après le court-métrage que tu as réalisé au Mali à ton retour de Moscou, où, comme le rappelait Serge Toubiana, tu as été formé au VGIC, qui était alors la plus grande école de cinéma du monde. Comment est né ce film? D'abord, merci. Je voudrais remercier toute la salle pour avoir le temps de regarder un film qui date de 40 et quelques années. Bon, je dirais d'abord que l'histoire est venue parce que j'ai eu un problème, le même problème dans ma famille. La fille de mon frère qui est tombée enceinte et mon frère l'a chassée de la maison. Et moi, je venais d'arriver et j'ai très mal... J'ai mal compris, je ne savais pas comment faire. C'était une fille correcte, bon, elle avait 14 ans. Je me dis, bon, écoute, pourquoi pas écrire une histoire. Donc j'ai essayé d'écrire. Quand j'ai écrit, bon, j'ai cherché une fille qui pouvait faire le rôle. Et j'ai cherché pendant 3 mois. Enfin, j'ai fait un casting. Pendant 3 mois, je me suis promené à travers Bamako pour chercher la fille qui peut correspondre à ça. Et finalement, un ami m'a dit, mais à l'information, vous avez la secrétaire là qui travaille, est-ce que vous avez regardé? J'ai dit non, moi je n'ai pas regardé. Je reviens et je la contacte et je dis, est-ce que vous pouvez tourner dans mon film? Elle était très timide. Elle dit, je ne sais pas. Alors, elle était avec sa sœur. J'ai été convaincre sa sœur d'abord pour son rôle, pour qu'elle puisse lui permettre de jouer dans ce film. Et sa sœur, effectivement, a compris, puisqu'elle était speakerine. Elle a sondé et finalement, elle a accepté. Et quand elle a accepté, on a fait des tests, effectivement. Alors, ce film, pourquoi j'ai décidé de rendre cette fille muette? Parce que je me suis rendu compte que dans toutes les décisions familiales, on ne s'adresse pas aux filles, on ne s'adresse pas aux femmes. Et ça m'a bouleversé après les études. Donc je me suis dit, il faut quand même changer les mentalités. Et c'est ainsi, bon, elle a accepté. Ensuite, il y avait le père aussi qu'il fallait chercher, parce qu'il fallait que ce soit vraiment un père qui convainc.
Et je me suis promené, je me suis baladé parce que, excusez-moi du mot, en ce temps-là, je ne pouvais pas engager quelqu'un qui faisait du théâtre chez moi au Mali parce que les jeux de théâtre, ça ne convenait pas à notre cinéma. Alors, j'ai cherché après, quelqu'un me dit, mais est-ce que vous connaissez Bala Moussa Keïta? J'ai dit, mais Bala Moussa Keïta, il travaille déjà à la radio. J'ai dit, bien sûr, j'ai passé presque mon enfance avec lui. Et du coup, je viens, je vais le voir et je lui explique le problème. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais jouer. Et donc, l'équipe a été formée comme ça. On a commencé avec une mobilette, comment vous appelez ça, mobile 4 ou quoi. On trimballait les gens. À partir de 5h30, 6h, on prenait l'équipe, un à un, on les déposait et puis on commençait le travail. Ça a été très dur, mais tout le monde était engagé. Tout le monde voulait que ce film existe. C'est ainsi qu'on est arrivé jusqu'au bout. Donc on a tourné, on a fait 6 semaines de tournage. On a envoyé les négatifs au laboratoire. Quand le négatif est revenu, tout était noir. Il n'y avait pas d'image. Alors, tout le monde était découragé. Les comédiens, ils n'arrêtent pas de pleurer parce que ça leur a fait vraiment mal. Et moi, personnellement, je n'avais plus la parole. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a commandé d'autres pellicules et puis on a recommencé parce qu'on n'avait pas de professionnels pour tester. Et quand on a repris, maintenant, on a terminé le film. Quand le film est terminé, je suis venu à Paris pour monter le film. Je rencontre ma monteuse, André d'Aventure, que je rends hommage d'ailleurs ici, qui a fait tous mes films, monté presque tous mes films. Je lui ai dit, moi j'ai un film, est-ce que vous pouvez m'aider à le monter? Elle me dit, non, moi je travaille avec la coopération pendant 2 mois. Alors si vous pouvez aller au Mali et revenir, je vais pouvoir le monter. Alors, moi j'ai dit, écoute, moi je n'ai pas le choix, puisque je ne peux pas aller au Mali et puis revenir. Donc je reste et je vous attends. Et quand elle a terminé, effectivement, on a travaillé sur le film. Une fois que le film est terminé de monter, d'abord, elle est professionnelle. Elle est habituée à monter des films de qualité. Et les images qu'elle avait sous les yeux, elle avait presque des larmes. Parce que pour la faiblesse des choses, elle m'a vu, elle dit, elle ne peut pas refuser, mais ça ne convenait pas. Donc finalement, on s'est débrouillé et puis on a monté le film. Quand le film est terminé, le reste, je vous en parle parce que j'arrive à Bamako, on me dit que, écoute, tu as voulu vendre ce film-là aux Italiens, donc ce n'est pas ton film, il faut que tu t'expliques. Quand tu dis « on », ce sont les autorités gouvernementales? C'est... Comment je veux dire? Il y avait une association non gouvernementale, mais dont tous les membres étaient presque membres du gouvernement. Alors, ce ciné-club m'a demandé qu'il veut m'aider. Et moi, je ne pouvais pas avoir d'autorisation de tournage. Donc, à travers eux, on a eu l'autorisation de tournage. Avec cette autorisation, ils se sont dit que le film leur appartient. Et ce sont eux qui l'ont produit. Et ils lancent un truc de justice contre moi. Je rentre 3 jours, il y a la brigade d'investigation criminelle qui se pointe devant moi et me dit que de le suivre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, venez, vous allez savoir. Il me ramène au commissariat, je reste 3 jours. Après, on m'embarque à la justice. Arrivé à la justice, ce que je vois, on m'enchaîne et puis on me fout dans une fourgonnette. Et on me traîne directement dans la grande prison de Bamako. Alors, pour raccourcir cette histoire, mon frère, indigné, est venu me voir. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non. Ces gens, je ne pouvais pas avoir l'autorisation de tournage. Ils sont venus me voir, ils me disent qu'ils veulent m'aider. Et je les ai dit d'accord. Et ils ont fait l'autorisation. Et on a pu j'ai pu tourner ce film. Mais après, ils me disent qu'ils ont produit le film. Oh, ils n'ont pas mis même un centime là-dedans.
Alors mon frère me dit, bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Lui, il est parti. Il est parti avec ses relations. Il a trouvé le moyen pour que je puisse voir le chef de l'État en cette période. C'était Moussa Traoré. Et j'étais obligé d'aller voir le chef de l'État. Et je lui ai expliqué le problème. Il dit, mais comment ça peut se produire ici? Nous n'avons pas de cinéaste. Le seul qu'on a, on l'emprisonne. Mais pourquoi? Il a donné automatiquement sur place. Il a écrit un mot tout simplement pour dire de me relâcher et de faire clore cette affaire. C'est ainsi que l'affaire de Demso a été close. Mais après 3 ans d'interdiction, le film est sorti. Le film est sorti, a été très populaire. Et les gens l'ont accueilli vraiment très bien. Voilà, grosso modo, comment... Parce que je ne rentre pas dans les détails. Fatou, elle... C'était sa maman qui était l'actrice principale. Et donc, en ce moment, elle était en état avec Fatou. Et donc, Fatou est née le jour où le lendemain, on m'a relâché, quoi. Bon, pour moi, quand elle fait un film sur moi, je trouvais que c'était naturel. Et que c'est elle qui m'a libéré, donc elle continue. Merci beaucoup Souleymane, merci de rendre ce moment possible. C'est vraiment un privilège et une chance d'être là avec vous et de parler avec vous. Moi, je voulais juste, avant de passer aux autres films, de poser une question sur Don Mousso. C'est un film de critique sociale et tu interroges la place de la femme malienne à l'époque, dans la société malienne. Est-ce que vous pourriez refaire ce film aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que les choses ont changé pour les femmes au Mali depuis ce film? Non. Depuis ce film, je pense qu'il y a eu une ouverture, mais le changement n'est pas tellement grand, parce que je ne sais pas comment vous expliquer la féodalité masculine est telle que pour faire ce changement, je crois qu'il faut un bouleversement total. Et cela, je crois que c'est valable pour le Mali comme c'est valable pour tous les autres pays du monde. Alors, le personnage principal de ce film, c'est un personnage féminin muet. Vous avez très bien expliqué pourquoi tout à l'heure. Et en revoyant le film, il m'a semblé que le personnage masculin principal, c'est un personnage qui s'adresse souvent à Dieu quand il est contrarié, et y compris quand il apprend que sa fille est enceinte. Et presque dans la foulée, il s'adresse à sa femme en termes assez brusques. Apporte-moi à boire, prépare mon bain, etc. Donc, un peu comme s'il y avait un ordre des choses qui étaient Dieu, l'homme et la femme. Est-ce que vous... Vous parlez du père? Je parle du père, oui. Oui, bien sûr. Oui. Djabi, à la maison, c'est comme un dieu. Hein? Oui. Parce que... D'abord, tout passe par lui et ce qui ne passe pas par lui est un problème. Mais j'avoue que Balamoussa, l'acteur Djabi, c'est un homme qui a bien saisi ce que je voulais. C'est un superbe acteur, oui. Hein? Oui. Voilà. Et donc, vraiment, il a agi selon... comment on appelle, selon le contenu du sujet. Et ça m'a plu beaucoup chez lui. D'ailleurs, je vous dis sincèrement, c'est grâce à leur solidarité que j'ai pu faire non seulement ce film, mais 2 autres films qui vont venir. Dans Den Mousso, tu déplies, mais dans tes autres films aussi, toute une chaîne de rapports de domination. On voit la démission, Sékou Malamine, la mosquée qui s'effondre au cinéma, le rejet par la famille,
ce premier rapport sexuel lors de la sortie à la plage du fleuve qui s'apparente à un viol. La jeune fille, quand elle vient dans la case et qu'elle y met le feu, parce qu'elle est trompée, le suicide final. Et on retrouve cela tout au long de ta filmographie, cette question du pouvoir des hommes, du patriarcat, du pouvoir de l'argent, du pouvoir de l'État, du pouvoir de la religion, du pouvoir de l'Occident blanc, de la domination raciste, de l'administration dans les conflits fonciers. Est-ce que tu penses que ce soit le rôle principal d'un artiste de dénoncer cette chaîne de domination pour la mettre à nu dans le but de la neutraliser? Non. Moi, je pense tout ce que vous avez cité là, pour moi, c'est de l'injustice. Et partout où il y a l'injustice, je pense qu'on doit se battre. C'est dans ce sens-là que tous mes films, il y a ce moment de révolte. C'est contre l'injustice, vraiment. Et j'avoue, sincèrement, c'est un gros problème pour moi. J'ai horreur de ça, de l'injustice. Je ne sais pas comment vous expliquer. Merci. On va regarder peut-être un extrait d'un des films de Suleiman, donc c'est Wati. On ne peut pas vous montrer toute la longueur de l'extrait parce que le format un peu de ce masterclass le veut comme ça, mais on va vous montrer une petite scène un peu tardive du film et après on en parle avec Suleiman. On se lève? Ouais. Quand je m'observe dans un miroir, il y a une partie de mon visage qui me reste cachée. Une part inaccessible à mon regard. Et je cherche désespérément à savoir qui je suis, quelle est ma substance, mon essence et mon destin. L'être humain a toujours redouté les forces de la nature et les bouleversements qu'elle crée. La nature a toujours averti l'homme de ses intentions. Et il faut apprendre à découvrir l'étoile du midi au fond d'un puits profond.
Les Sénufos disent que l'homme est en lui-même un masque éternel. Pour le dévoiler, il faut le temps, il faut la patience. Merci. Merci. Wati est un film important de votre filmographie que vous avez tourné en Afrique du Sud. En fait, dans Wati et dans quelques autres de vos films, vous convoquez d'autres expressions artistiques, notamment on le voit ici, le théâtre, beaucoup la musique, bien sûr, le masque, la danse contemporaine. Et même dans Den Mousso, on voit beaucoup la peinture qui est très présente à l'intérieur. Et comment, en fait, ces expressions vous servent à faire récit, à faire autrement du cinéma, quoi, à ce regard très particulier que vous avez, quelque chose de nouveau que vous apportez en fait au cinéma du continent. Moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, l'image qui ne se détale pas dans le temps, c'est-à-dire qui est concrète, cette image, sincèrement, ne me sert pas beaucoup. Ce qui me sert, c'est l'image qui me lance dans le futur. Et j'ai essayé d'exprimer un peu le rôle des masques dans ce film. Et c'est une philosophie qui m'anime. Parce que faire du cinéma, je crois que c'est en même temps de la poésie, c'est en même temps de l'ouverture, pour moi, le cinéma. Et si je n'ai pas cette ouverture, si l'image ne me donne pas ça, je ne crois pas que j'ai fait de film. C'est la raison pour laquelle dans chacun de mes films, il y a cette lancée dans l'inconnu, si je peux me permettre. Parce que des fois, les gens ne le saisissent pas. On le saisit peut-être 10 ans après ou 15 ans. Et ça, c'est important pour moi. Il faut qu'on réagisse avec les images. Comment on peut arrêter telle chose. C'est une séquence extraordinaire, ce que vous avez montré. Parce que peut dire, c'est comme si l'être humain vient d'être créé et qu'il se développe. C'est pour ça que je dis l'injustice entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose imaginé par nous, les hommes. Et il faut qu'on trouve la solution de la réduire totalement. Je vais passer la parole à Philippe. Merci. Alors, mais précisément à propos de l'extrait qu'on a vu, parce qu'on a une magnifique chorégraphie avec deux danseurs nus et qui est magnifiquement filmée. Enfin, on en a eu qu'un petit aperçu. Comme on a envie, enfin moi j'aurais envie de savoir comment ça s'est passé la rencontre avec ces deux danseurs et comment à partir de quoi cette scène a été intégrée à votre film. Vous savez, je connais Were Were Lee King, c'était la metteur en scène de ce théâtre très connu en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et avant même que je fasse ce film, je logeais chez elle à Abidjan quand je partais. Donc, il m'est arrivé de comprendre cette jeune fille qui échappe l'apartheid et qui veut apprendre vraiment comment survivre. Et l'expression pour défendre son diplôme, qu'est-ce qui est mieux pour s'exprimer? Et je pense que le fait que dans ses dictées, on se rend compte que c'est quelqu'un qui se recherche et qui veut savoir qui elle est. Et tout son combat, c'est là. Et
pour vous dire une anecdote, comment se fait-il Wati a été créé? Sur le tournage de Yellen, j'avais une équipe, 2 assistants sud-africains. Il y a un garçon et une fille, ils avaient tous 20 ans, et donc c'est leur première fois de sortir en dehors de l'Afrique du Sud, et ils sont venus, ils sont tombés sur mon tournage, et je les ai acceptés. Un soir, on est dans le désert. La fille me dit, mais les cinéastes africains, pourquoi personne ne pense faire des films en Afrique du Sud? On a rigolé, mais ces mots m'ont travaillé effectivement. Puisqu'elle a dit avec un ton comme s'ils sont abandonnés et que personne ne veut plus s'occuper d'eux. Or, le cinéma, c'est l'ouverture. Et c'est là où j'ai pris la décision de faire ce film-là. Il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien, mais j'ai fait des recherches, j'ai essayé de rassembler les idées, et puis voilà. Et quand j'ai réalisé, elle était venue comme assistante, tout le parcours de ce tournage. Voilà comment Wati est né. Juste pour finir avec Wati, c'est un film important parce que c'est aussi, on peut dire que c'est un film panafricain parce qu'on a l'impression que vous allez chercher vous-même en tant qu'artiste votre personnage. On a l'impression que vous allez en Afrique du Sud pour sauver Wati et le ramener en Afrique, et le ramener dans une autre partie de l'Afrique. Est-ce que c'est aussi, est-ce que la solidarité dans le cinéma c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça représente ce film pour vous? Non, le cinéma, la solidarité du cinéma, moi j'ai passé toute mon enfance à voir des films. Je ne parle pas ma langue, je ne parlais ni français, c'était des films anglais que je recevais. Mais l'histoire, je le comprenais parce que ça me touchait. Donc moi, j'ai évolué comme ça. Et je ne peux pas vous dire que le cinéma, pour moi, c'est un moyen très efficace de rapprochement des hommes. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit « Ah, vous êtes de race noire, vous n'avez pas le droit de faire ceci, cela », ça, c'est des histoires. Je ne me suis jamais senti, quand je fais un film, en tant que noir, mais je me suis senti en tant qu'être humain. Et j'en suis fier, d'ailleurs. On passe. Alors, on va passer à autre chose. Oui. Cher Souleymane, moi, il m'a semblé, en revoyant vos films, qu'il y a quelque chose qui est très affirmé dans les premiers. C'est qu'il n'y a pas de personnages principaux. Comme s'il y avait l'idée que le monde est multiple, les sociétés humaines sont multiples, la société malienne est multiple, elle aussi, et il n'y a pas de personnages principaux. Le récit est porté par un personnage, puis ensuite on passe à un autre, puis à un autre. Et dans vos films suivants, on a des récits qui sont davantage centrés sur des personnages principaux, mais qui s'ouvrent toujours à des personnages extérieurs, en leur accordant une attention particulière et un petit peu plus longue que habituellement on le fait. Par exemple, dans Finier, il y a une jeune fille qui se drogue. Dans Bara, il y a un moment où le personnage a été arrêté, il est relâché, et il passe un moment avec des garçons qui sont des marginaux dans la rue à rire de son histoire, de ce qui lui est arrivé. Donc il y a toujours une façon de faire une place comme ça à des personnages dits secondaires, et par là même d'évoquer des réalités différentes, et comme le disait Serge Toubiana tout à l'heure, des rapports sociaux quelquefois, ou une mise en relation de milieux sociaux différents.
Alors, j'ai fait le choix de 2 extraits que j'aime beaucoup, qui sont 2 extraits de Minier. Pour les gens qui n'ont pas vu le film. Donc Minier, c'est une histoire qui est davantage centrée sur une situation de polygamie tumultueuse entre l'époux et ses coépouses. Mais il y a de temps en temps une place qui est faite dans le récit à des personnages qui sont des domestiques de cette famille, qui est d'un milieu un peu plus aisé. Ils habitent, les différentes épouses habitent des belles maisons, le personnage principal est un réalisateur, etc. Bon. Et donc j'ai fait le choix de 2 extraits qu'on va voir maintenant, et dont tout à l'heure je vous dirai, si vous voulez, pourquoi je les aime en fait particulièrement. Et puis je vous demanderai de parler de votre attention à ces personnages principaux, à ces personnages dits secondaires. Avec qui est Awo. Oh. Sumale mayro la wa. Hein? Awo. Awo aya. Anyange madame. Awo. Téléphone dia ça. Aya tigao. Nse. Maje. Akela famaile. Nyano menya na fiye mire. Nse. Madame Nche. Toroste. Madame Nche. Nyeme. Ni bi kan nafigiya la. Ika kunta ka bone kan ha yamewa. Nata do nafigiya ina ifede yame. Yamewa. Ne itabara de la ne mitakika na ngaduchi. Itlo benga kuma lawa. Madame ne mufo. Hein? Ne munge. Ke munge. Ne mufo. Ke mufo. E mufo. Join ka telephone di sama kaka ne wele. Join okay. Ngo join adama. Wallahi to hada na ala haram ne madama. Telephone bere bula ko ne ka didro ne atike ka fa ngo e atike. Wallahi to na hada. Tonton ya daila. E de ba nafiki muso ya la tonton bolo ya. Ite fo ila ya kola siliko koko manake e de bi genga to fo ai nga babo nyene kam na on takabonga so. Atelo o chiko ba langolo mimi na politiki kene ko fe ane kebla le de mimi ko kona no teta jinela mbo jahana majiga kona yana ba ya nyala ngi ka bongi kam na on takabonga so yame te kam na on takabonga so ikata isa no saka so na fi muso oro jahili dujila. Donc le dernier plan qu'on a vu, je trouve que c'est un plan qui a quelque chose de, pour moi, d'assez poignant, parce que il est construit pour faire place à un personnage à l'arrière-plan qui est plié en deux dans une tâche ménagère pénible. Et donc il y a une très belle utilisation de la profondeur de champ qui, en un seul plan, met en relation les deux mondes, c'est-à-dire le monde des domestiques, le monde du travail domestique, et le monde des gens qui sont dans leur scène de ménage, qui sont
en apparence, l'époux est en apparence à l'avant-plan, au centre du plan, mais en réalité, le plan est construit pour moi sur l'arrière-plan. Puis il y a un passage de l'épouse, enfin il va y avoir une scène de dispute, mais je trouve qu'il y a une façon de faire place à ces... Là, c'est même pas un personnage secondaire, c'est une silhouette. Il y a une façon de faire place à cette silhouette, à cette femme, qui est très belle. Donc voilà, je voulais savoir si vous pouviez parler de l'attention que vous avez au personnage secondaire dans votre film, qui m'a paru davantage marqué souvent que habituellement dans d'autres cinématographies. Bon. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question, mais ce que je veux vous dire, la façon de faire, est-ce qu'on le sent? Oui. Est-ce qu'on le sent? Si on le sent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif, parce que c'est une histoire un peu compliquée. Les problèmes de rapport entre mari et les coépouses, c'est toujours des problèmes tendus. Et tout le monde peut avoir son jeu là-dedans, surtout ceux qui travaillent, les bonnes ou les boys. Alors, deux fois, ils sont mêlés dans des histoires qui ne les concernent pas directement. Mais ils sont en plein là-dedans. Et ils en vivent très mal. Et c'est ça que je voulais un peu faire voir aux spectateurs, comment cette gamine arrive à se faire lâcher par sa patronne, parce qu'elle pense tout simplement qu'elle joue le jeu entre elle et son mari. Donc, je ne sais pas si ça passe bien, mais en tout cas, je trouve la dame très... J'ai envie de pleurer malgré que je dois rire. C'est ça le problème. C'est très compliqué. Oui. Le deuxième personnage, dans un film comme Mignet, c'est... Je ne dirais pas que c'est le rôle principal, mais ils jouent leur rôle comme ça se doit. Et ça fait partie de la vie quotidienne. Chaque famille, bon, chez vous, cette chance est qu'en Europe, il n'y a pas de bonnes qui travaillent comme ça. Vous avez des gens qui viennent faire le boulot, ils s'en vont. Mais les bonnes restent à la maison. Elles vivent à la maison avec les patrons. Et c'est compliqué. Il y a des scènes qu'on n'a pas expliquées dans ce film, mais qui existent réellement. C'est le rapport même entre le mari et les bonnes. Ça c'est un autre film. Voilà. Et dans Dan Musso, par exemple, le film qu'on a vu tout à l'heure, il y a tout d'un coup cette très très belle scène où les frères essaient de convaincre l'aîné, oui. Voilà, qu'il a tort. Et tout d'un coup, effectivement, ces personnages qui apparaissent pour la première fois dans le récit apparaissent à l'écran avec une très très grande présence sur les visages, dans leurs paroles. Enfin, il y a quelque chose qui est très qui est superbe. Tu veux dire que en fait, moi ça me rappelle ce que Djibril Mambéty a appelé l'histoire des petites gens. Et ce qui m'a frappé aussi dans Dan Musso, c'est que les catégories sociales sont pas étanches. Parce que finalement, cette jeunesse, elle se rencontre en soirée, mais elle se rencontre jusqu'à une certaine limite. Et la limite, c'est évidemment pas les classes populaires qui la fixent, quoi. Tu avais d'autres questions, Philippe, concernant Mignet ? Autrement, on peut regarder un extrait de Yélène, qu'on a aussi choisi tous ensemble. Nous avons choisi de vous montrer la scène qui installe le conflit dans Yélène. Le conflit qui est donc un conflit entre un fils et son père. Mais là, c'est la mère qui va le poser, puisque les femmes, comme nous l'avons dit tout au long de cet échange, sont vraiment les clés des récits de la majorité de tes films.
Ma, Baini Bafin Franaka Kulungan Banov. Ntlala. La jabian mama sorode. Jabian mama soro. Ayi. Ndene muki. Ma. Ndi. Nyembe bwana todla. Bwana ga kulongalando. Dugu fila dron de bana che. O koro de antara roro. Dun la bana bo. Ndi. Ifata maka. Ndeti fado, ndebi fado. Koroti ya bulu, ala kelte ninye manaka. Ni bado, otekele. Kahule ba, kamanya koke. Kakusu vyake ni dingire nyeke fate tu. Oyene kona rafli sandi. Ma, angan kuma indabla. Ne ben joni bien fembe, nkera chesa. Songa yelo la folo. Nisinga nyonti faida. Ifata maka. Ne kuibi singama. Hali kisingwa sukushera. Ketike kasangesa. Akwa naye kwa munima. Ina kiko burije. Tesone. Anga yuye dabla sa. Dene bayakele. Anga yambla. Ma. Molo ke kule. Ne se ka ta rola blinde. Kanoke. Dene bache ke kule nde. Anga yambla. Pepe do harasa. Ni bare kunte fe kani. Manga ita ki kamsi. Ndi. Akara danga dini. Ibe haketu deni bayala ne kunte fe nga kuma jibu ka sema ne dan ha dinyate muna kin fa ka musu kofo nge fa di ane esoro ne fe ne ba ma furu de me wolowa ngani danga ya ku denje nina atabekin ne dinti ya ka fa mi dande e ko be fa mo wani ka dina tiganna e fa fa te ye jugo ka o jugo na lenda ni na buli kara fuyi na makel ko kara fuyi na dina bal adi kara fuyi ma ibe ya fama ne kunta no nga kuma mena bi gasila ndi ne be ya fake santa anya bulila ante kundo nyoro soro ne be na kone dusu be sma yoro mine yere ku muna ifanyete daila aisi ngane ka muso yene toro ma ne soni ga kuma ma ne bina mun ne kulengesa aywa ndi o jarani ni ki sona ga mama femme mulo mba jima iba sirikana suni kide
akana boy kana me ojima ike taga jigi fe fladu ko fe kuna yi chama no ibengai no tamanengwa ka boy ne robeta mande ni jele ku ya tesera ka deni fa cheba ka yo fara ka no ya doni otunge jinyele tunge jinya fa ka wonta mate. On est à la fois dans la tragédie antique et la psychanalyse, là. Elle est extraordinaire, cette scène. Si tu veux bien, j'aimerais que tu nous parles de ton rapport de cinéaste à ce qu'il est convenu d'appeler, dans un mot fourre-tout ici, la tradition, que pour ma part, j'appellerais plutôt la culture précoloniale malienne. D'ailleurs, un petit rappel... Jusqu'à preuve du contraire, c'est au Mali, en 1235, que la première charte des droits humains a été élaborée. Dans cette séquence qui installe le conflit entre le père et le fils, j'ai l'impression qu'à travers les mots de la mère, tu poses que le fils est là quelque part pour transgresser la loi des pères. Enfin, en tout cas, c'est un développement qui se complexifie tout au long du film, et que les lois ancestrales sont finalement peut-être moins conservatrices et moins réactionnaires que celles des hommes du présent ou de leurs états corrompus. Et même si les deux protagonistes sont cette fois-ci masculins, encore une fois, comme à travers tous tes films précédents, c'est la femme qui tourne la clé du changement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que j'imagine que tout au long de ta carrière, on t'a renvoyé à cette question de la tradition. Et toi, tu nous as bien exprimé tout à l'heure que pour toi, le cinéma, c'était le langage le plus démocratique de tous les arts et celui qui pouvait circuler à travers toutes les cultures et les géographies. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton rapport à ton ancrage et à ce que ça signifie en termes de représentation? J'essaie d'analyser votre question parce que... Ouais, elle n'est pas très claire, je suis d'accord. Non, peut-être elle est claire, mais moi, c'est un peu difficile, je ne sais pas. Je crois que j'ai déjà dit ce que je pense de l'image et ce que cela représente. Bon, il est clair que quand tu rentres dans une situation, une histoire que tu veux raconter, et il faut savoir comment toucher les gens. L'histoire de Yélin, par exemple, c'est une histoire, je dirais, qui avait commencé, quand j'avais commencé à écrire, une histoire très banale. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, cette histoire, si on ne la rafle pas au niveau de tous les humains, je crois que ça sera quelque chose de raté. Et donc, la deuxième pensée était de faire un film genre science-fiction. C'est ça qui m'avait beaucoup inspiré quand j'écrivais. Mais tu l'as fait d'ailleurs. Non. Il y a une dimension de science-fiction dans le film. C'est dommage que je n'ai pas pu le faire parce que ça aurait été une autre vision de la chose. Mais néanmoins, pour la compréhension de ce public qui n'est pas habitué à cette culture, parce qu'il y a des enfants, même mes enfants, qui ne connaissent pas ces secrets. Et comment ils peuvent s'initier seulement en connaissant l'objet, c'est-à-dire le comment, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi le comment. Et cette société, c'est vrai que tout est rejeté aujourd'hui, mais elle avait quelque chose de positif, parce qu'elle permettait au moins les gens d'être engagés, d'être unis. Parce que quand tu trahis, c'est fini, là. Ils te tuent. Et donc, tu es là-dedans, tu ne peux plus sortir. C'est ça le comment. Alors, pour faire cela comprendre aux jeunes générations, ce n'était pas facile, ce n'était pas donné. Et les propriétaires de ces secrets aussi ne voulaient pas divulguer, ne voulaient pas qu'on
parlent trop de cet objet. Et pour les convaincre, je les ai dit, mais vous savez, nous, on ne sera pas là. Et qu'est-ce que les enfants, les petits-enfants vont savoir de vous? C'est en ce moment qu'ils ont réagi. Ils ont dit, bon, écoute, si c'est ça, vous pouvez le faire. Yélin, c'est une recherche de l'homme. Et une recherche qui nous amène vers la lumière. Et tant que l'homme n'arrivera pas à atteindre cette lumière, il est là. Mais on ne l'appellera pas l'homme. Parce que cette lumière, c'est l'homme. Ouais. Excusez-moi, dans la salle, il y a un jeune homme qui est là, qui s'appelle Yélin, et qui est en train de faire un documentaire sur comment on peut appeler ça? Il est derrière là-bas, là. Yélin. Applaudissez-le parce que... Voilà. Donc, non, c'est... L'histoire de Yélin, quand même, elle est profonde, très profonde. Elle est très profonde. Cette vieille femme que j'ai vue tout de suite avec vous, elle a beaucoup de choses intérieures qui n'est pas dites. Et moi, je regrette le fait d'avoir la chance d'être en contact avec cette femme. C'est toujours des coïncidences. Mes comédiens, c'est pas des comédiens professionnels où je sais que j'ai un catalogue où je vais choisir. Non, je cherche. Oui, je l'ai trouvé à 75 km de Bamako, dans un village. Mais je sais elle garde quelque chose d'extraordinaire et qu'on n'est pas arrivé à le faire sortir. Sa présence seulement est très indicative pour moi. Et c'est pour ça quand il dit « Ah, tu te mêles maintenant entre moi et ton père, tu oses dire ça ». Bon, on se pose la question en ce moment, est-ce que la femme veut se libérer? Ou est-ce qu'elle veut continuer à suivre? Les problèmes sont très sérieux et très profonds. Et voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne ça. Oui, il m'a semblé aussi, en revoyant vos films, qu'il y a un motif qui revient régulièrement, que ce soit par le moyen d'une phrase ou quelquefois par le moyen d'une séquence plus installée, c'est que l'être humain est responsable de son sort terrestre. Il peut s'adresser à Dieu, aux esprits, aux ancêtres, mais au final, c'est à lui de trouver la façon d'avancer sur Terre, et en particulier par rapport aux situations d'injustice que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, par exemple, dans Dan Musso, voilà, c'est une phrase, mais il y a un personnage qui dit à un moment « Si Dieu nous donne un jour le malheur, nous sommes responsables des autres jours ». Dans Finier, il y a un personnage qui s'appelle Kansai, qui s'adresse aux ancêtres dans la forêt, et les ancêtres lui répondent Janjo, le ciel change de couleur et s'assombrit, ça signifie que notre science nous fuit, que les forces divines nous ont désertés. Maintenant, œuvre avec ta science et ton savoir, fais des offrandes et va-t'en. Désormais, agis selon ton initiative, ta propre initiative. Et je voudrais aussi citer cette très belle scène qui est dans Wati, c'est-à-dire le professeur d'université qui est joué par Bala Moussa Keita, justement. Il répond à des questions de ses étudiants en ces termes, en leur disant « Nous devons travailler, c'est notre seul espoir ». Et un étudiant demande pour combien de temps nous devons travailler, et le professeur répond « Pour un seul homme, tout prend fin à sa mort. Pour un peuple, c'est illimité ». Donc il y a l'idée que cette responsabilité, elle est individuelle, collective et transgénérationnelle aussi, et qu'elle est très importante. Moi, je dois répondre là.
Vous avez tout dit, alors moi je ne sais pas qu'est-ce que je vais répondre. On est d'accord? Tout ce qui est dit, tout ce que vous venez de répéter, c'est dit dans le film et c'est... Bon, moi c'est ma vision, c'est ma compréhension de la chose. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est autre chose, vous pouvez l'exprimer. Mais si vous êtes d'accord, on continue. On va poursuivre alors. Moi, je voulais vous parler de la façon vous filmez, parce qu'on vous a entendu beaucoup s'indigner et fustiger la façon dont on filme les Africains. Et dont on filmait les Africains avant. Et il y a une scène dans un film qu'on vous a consacré où tu parles aussi de la façon des images de l'arrestation de Patrice Lumumba, t'ont marqué, ont été fondateurs aussi pour toi et pour ton cinéma. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, vous inventez un langage, quelque chose de nouveau, quand vous filmez en Afrique en général et les Africains en particulier. Il y a une distance, vous créez quelque chose de nouveau entre le sujet filmé et votre caméra. C'est vraiment quelque chose. Avant vous, c'est un peu difficile à trouver, quoi. Donc c'est un langage vraiment sicéen que vous avez inventé. Et je me demandais comment est-ce que votre formation moscovite a été quelque chose de fondateur dans ça? Est-ce que vous avez appris quelque chose là-bas de particulier que vous avez adapté à la façon dont vous filmez en Afrique, qui est une sorte de révolution en fait dans la façon de produire des images sur ce continent? Oui, c'est vrai que quand tu vas dans une école, tu vas pour apprendre, ça c'est clair. Et c'est clair aussi que tu as des influences. Ça c'est inévitable. L'école de Moscou, c'est vrai que on apprend, moi je suis parti pour apprendre la technique, comment filmer, comment faire la mise en scène, comment regarder. Bon, les professeurs, c'est des gens doués, c'est des gens qui ont des expériences, avec qui on échange. Étant jeune, c'est vrai qu'on peut prendre beaucoup d'expérience inconsciemment. Et puis, consciemment, on se dit, on va inventer des choses, on va créer des choses. Mais je reviens toujours, c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire l'image pour moi. C'est comme un rêve. Parce que la canaliser, l'image, c'est pas un bon choix pour moi. J'ai dit pour moi. Hein. Donc, il faut qu'elle sorte dans l'imaginaire pour que... Elle ne peut pas rester fixe. Même si elle ne bouge pas, il faut qu'elle te parle. C'est ça que je comprends pour l'image. Maintenant, faire la différence ou faire, je ne sais pas comment vous mettez les études en Russie ou les œuvres, les films que j'ai faits, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage? C'est normal. Quand tu apprends chez des gens, tu apprends le maximum. Et deux fois, même si tu n'en veux pas, il y a quelque chose qui te reste. C'est la sincérité. Il se peut que dans mes films, on peut le sentir. Mais moi, je ne le sens pas, parce que je sais que je veux aller plus loin que ce que j'ai fait. Voilà. Merci beaucoup. Il faut qu'on s'arrête là, parce qu'on remet le carrosse d'or à Suleiman tout à l'heure. Merci infiniment. Merci, vraiment.